Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans le 9e épisode de Corps à Cœur. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de revenir sur un sujet qui vous parle énormément. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur le podcast et d'ailleurs à ce jour, c'est l'épisode le plus écouté. Donc forcément, j'ai voulu continuer sur cette lancée et reparler un peu avec vous de ce sujet qui a l'air de vous intéresser énormément. C'est le déficit calorique. Et pour moi, c'est pas du tout un hasard si cet épisode a été le plus écouté parce que ça montre quelque chose de très clair. C'est que vous avez compris que le déficit calorique, c'est la base de la perte de poids. Mais dans la vraie vie, vous ne savez pas toujours comment l'appliquer sans vous prendre la tête. Et je vous comprends vraiment parce que entre celles qui comptent absolument tout ce qu'elles mangent et qui finissent épuisées, celles qui refusent de compter parce qu'elles ont peur de devenir obsédées par leurs calories, celles qui mangent sain mais ne perdent rien, et celles qui oscillent entre contrôle et lâcher prise, il y a énormément de confusion. Donc aujourd'hui, on va parler du déficit calorique dans la vraie vie, pas de la version Instagram, pas de la version réelle TikTok qui passe en 30 secondes, mais de la version avec un boulot, de la fatigue, une vie sociale, un cycle hormonal, des imprévus. Avant de commencer, je vais poser tout de suite les bases parce que c'est ma vision et je l'assume par rapport au fait de compter ou non ses calories. Je reviens un petit peu là-dessus parce que je sais que ça fait parfois débat, mais pour moi, compter ses calories, ça peut être nécessaire, surtout au début. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde et ce n'est certainement pas le but de le faire à vie. L'objectif, c'est pas juste de compter, mais encore une fois, c'est que vous appreniez à comprendre ce que vous faites. Et donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment créer un déficit calorique sans peser chaque gramme, tout en restant efficace, cohérente et surtout en maximisant tes chances de résultat. On passe donc à la partie 1, compter, outils utiles ou faux problèmes. Donc on va commencer par remettre les choses bien à leur place. Compter ses calories, ce n'est ni bien ni mal. C'est un outil et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Encore une fois, c'est pas bon ou mauvais, mais c'est un outil. Et comme tous les outils, ça peut être utile dans certains contextes et inutile, voire contre-productif dans d'autres. Ce que je vois très souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est deux extrêmes. D'un côté, t'as celles qui refusent totalement de compter. En mode je veux être libre, je veux écouter mon corps, je veux manger comme j'ai envie, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout peser et à compter chaque gramme. Sauf que elles n'ont jamais eu de résultat avant. Elles n'ont aucune idée de ce que représente une portion. Elles mangent au feeling, mais le feeling, souvent, il est déréglé par des années de régime, de restriction et de culpabilité. Donc, c'est bien beau de vouloir des résultats, mais si tu vois que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça ne t'a rien apporté, c'est peut-être qu'il faut passer à la vitesse supérieure et que oui, il va falloir, pendant un temps, compter tes calories. Et de l'autre, t'as celles qui vont tout compter. Chaque gramme, chaque goutte d'huile, chaque écart. Et là, on est sur quelque chose de très rigide, très mental et surtout très épuisant. Moi, ma position par rapport à ça, elle est au milieu. Donc, compter, ça peut être très utile, notamment quand tu débutes, quand tu n'as jamais réussi à perdre du poids, quand tu es persuadé de manger peu, mais que ton poids bouge pas, et quand tu as besoin de repères concrets. Mais compter sans comprendre, on est bien d'accord que ça sert à rien. Et compter toute ta vie, c'est pas l'objectif non plus. Donc, pour faire une petite métaphore que je fais souvent, c'est que compter, c'est comme avoir des petits trous sur un vélo. Au début, ça te sécurise, ça t'apprend l'équilibre, ça te permet de comprendre comment ça fonctionne, mais le but, c'est pas que tu roules avec tes petits trous jusqu'à tes 40 ans. Et la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je dois compter ou pas, c'est est-ce que je comprends ce que je fais, est-ce que j'ai des résultats, ou à l'inverse, ça fait plusieurs fois que tu essayes de perdre du poids et soit ça marche pas, soit ça marche un temps et tu finis par tout reprendre. Et tu vas voir que plus tu comprends, moins tu as besoin de compter et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Partie 2, créer un déficit sans compter, les vrais leviers. Créer un déficit sans compter, c'est pas faire au hasard. C'est pas manger un peu moins, c'est pas espérer que ça passe, c'est agir sur des leviers concrets, très simples, mais puissants. Et souvent, quand ces leviers sont bien en place, le déficit, il va se créer presque tout seul. Le levier numéro 1, c'est la structure des repas. Alors ça, c'est la base. Quand tu manges n'importe quand tu sautes le petit-déj, quand tu grignotes toute la journée, quand tu manges sur le pouce, ton corps, il est en insécurité. Et un corps en insécurité, ça va stocker, ça va réclamer, ça va compenser. Structurer, c'est pas manger strict, c'est pas être réglé comme une horloge, mais c'est manger régulièrement. De vrais repas, à peu près aux mêmes heures, avec une assiette qui est bien construite, parce que
forcément ta régularité, ça va stabiliser ta glycémie, stabiliser ta faim, stabiliser tes envies, et quand la faim est stable, le déficit, il va devenir beaucoup plus simple. Levier numéro 2, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est le volume alimentaire. Ça, c'est un levier fondamental. Tous les aliments, ils vont pas occuper la même place dans ton estomac. Et tous ne vont pas te caler de la même façon. Donc, tu peux manger une petite portion très dense, très calorique, ou une grosse assiette volumineuse qui va être rassasiante. Dans les deux cas, le nombre de calories il peut être différent, mais surtout, la sensation de satiété, elle n'a rien à voir. C'est pour ça que les légumes, les fruits, les aliments riches en eau et les aliments peu transformés, ça, c'est des vrais alliés pour toi quand tu veux perdre du poids. Ça va te permettre de manger plus tout en mangeant moins calorique. Et ça, franchement, quand tu veux perdre du poids sans compter tes calories, c'est vraiment une arme incroyable. Donc, il faut justement abuser de ces aliments-là qui sont très faibles en calories et qui ont un volume qui est vraiment important parce que c'est la meilleure solution pour réussir facilement sans avoir à compter et sans trop se prendre la tête. Le levier numéro 3, les portions sans balance. Alors, ne pas compter, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de repères. Et là, je vais être très honnête, c'est que manger au feeling, ça ne fonctionne pas quand on n'a jamais eu de résultat. Il faut des repères visuels. Il faut des assiettes qui se ressemblent, des portions relativement cohérentes, pas un jour quelque chose d'énorme, pas le lendemain un truc minuscule. La cohérence sur la semaine, ça va te permettre de créer ton déficit calorique. Donc c'est pas le but, encore une fois, c'est pas d'être parfaite une fois de temps en temps ou d'être parfaite sur un repas, mais c'est d'arriver à construire une structure de repas qui te convient. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, mais il y a l'importance d'avoir une bonne portion de protéines à chaque repas. Il y a l'importance évidemment d'avoir suffisamment de glucides pour t'apporter de l'énergie, d'avoir de bons lipides, que ce soit par de l'huile d'olive, de l'avocat, je ne sais quoi. Et aussi l'importance d'avoir énormément de fibres par rapport à ce que je disais avant, par rapport au volume alimentaire. Donc le but, c'est d'avoir une assiette qui est bien construite et qui va te permettre justement d'avoir une base, quelque chose que tu vas pouvoir tenir la plupart du temps et autour de laquelle tu pourras amener quelques petits plaisirs dans ton alimentation. Levier numéro 4, les alternatives intelligentes. Donc créer un déficit sans compter, c'est souvent changer sans frustrer. Et donc, c'est pas supprimer des aliments, mais c'est plutôt les remplacer intelligemment. Par exemple, garder le plat que t'aimes, mais alléger l'accompagnement, jouer aussi sur les modes de cuisson, réduire les matières grasses à la cuisson, ça c'est très important. Ça en fait c'est des micros-ajustements mais qui répétés tous les jours vont faire une énorme différence. Levier numéro 5, les extras et la vraie vie. Alors là on arrive à un point qui est très important. C'est pas le repas plaisir qui va t'empêcher de perdre du poids. C'est pas le restaurant que tu vas sortir faire une fois de temps en temps qui va t'empêcher de perdre du poids. C'est pas la soirée imprévue chez les copains, chez les copines qui va t'empêcher de perdre du poids. C'est l'accumulation inconsciente. Donc, un resto isolé, ça va pas ruiner ton déficit. Un apéro de temps en temps, ça va pas non plus ruiner ton déficit. Mais quand tout devient exception, c'est plus une exception, c'est qu'il n'y a plus de cadre. Et là aussi, je suis souvent confrontée aux deux extrêmes par rapport aux gens que j'accompagne en coaching, c'est que tu as les personnes qui ont toujours une excuse, un prétexte ou un événement. Je te spoil pas, mais la plupart du temps, forcément, les résultats ne vont pas être au rendez-vous. Et à l'inverse, tu as l'autre catégorie de personnes qui ne s'autorisent rien et qui viennent me demander si elles peuvent aller faire un apéro. La nuance et le juste milieu, c'est ça qui va faire que vous aurez des résultats. Sachez que même si vous avez des imprévus, des sorties, des restos, il y a toujours moyen d'optimiser votre alimentation et de limiter la casse. Donc si vous sortez une fois de temps en temps, bien sûr que vous pouvez et même vous devez vous faire plaisir. Par contre, effectivement, si vous êtes dehors 4-5 fois par semaine, que vous enchaînez les apéros, les barbecues, les anniversaires, les machins, oui, c'est plus compliqué, on va pas se mentir. Mais le but, justement, c'est de trouver une façon de maintenir votre vie sociale sans tomber dans les excès et sans vous dire que vous n'avez pas le contrôle dessus parce que effectivement, là non, vous n'aurez pas de résultat. Donc c'est sûr que c'est compliqué au début, mais il faut trouver le juste milieu entre en faire trop, donc se priver, refuser des sorties et ne pas faire d'efforts. Donc créer un déficit sans compter, ça veut dire garder une vie sociale, mais être consciente, choisir
anticiper et ne pas subir. Levier numéro 6, le mouvement. Dernier levier, souvent sous-estimé, c'est le mouvement du quotidien, donc la marche, le nombre de pas que vous faites tous les jours. Il est extrêmement important parce qu'il va te permettre de créer ton déficit calorique sans augmenter ta faim. C'est tenable et ça s'intègre facilement et ça fait une énorme différence sur la dépense énergétique. Donc, souvent, la stratégie, c'est pas de faire plus de sport, c'est juste d'arrêter d'être immobile. Et je sais que j'en parle très souvent, mais vraiment c'est le fléau de notre époque. Et je le sais parce que je l'ai vécu pendant très longtemps et beaucoup de gens autour de moi sont dans cette situation. On prend sa voiture pour aller au travail ou on prend les transports, on arrive au bureau, on s'assoit, on reste assis pendant 8 heures et bam, on reprend sa voiture pour rentrer chez soi et chez soi, voilà, on fait la cuisine, machin, et puis la journée est terminée. En fait, le problème, c'est qu'à la fin de la journée, tu regardes ton téléphone, t'as fait 3000 pas, quoi. Donc, c'est forcément, c'est compliqué et ça fait que le nombre de calories que tu vas brûler sur la journée, il est extrêmement faible. Alors que par des petites stratégies simples, et encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais on peut tous le faire, tout simplement, par exemple, le midi, oui, tu peux prendre un quart d'heure pour aller marcher pendant ta pause déjeuner. Le soir, quand tu rentres, t'as certainement peut-être le temps à un moment ou à un autre d'aller faire quelques pas. Oui, c'est pas forcément compatible spontanément avec ta vie. Peut-être que tu t'es pas dit spontanément que tu pouvais le faire, mais encore une fois, il faut faire quelques efforts et quelques concessions. Et ça en fait partie parce que t'as beau faire 3-4 séances de sport sur la semaine, si toute la semaine t'es assise sur ta chaise les 3 quarts de la journée, ta séance de sport, elle ne suffit pas à compenser ce manque d'activité au quotidien. On passe maintenant à la partie numéro 3, comment savoir si tu es en déficit sans compter tes calories. Donc, quand on ne compte pas ses calories, il y a une erreur que font énormément de femmes, c'est que vous vous référez à ce que dit la balance. Vous montez dessus tous les matins, vous voyez plus 300 grammes, là vous paniquez, vous vous dites que ça ne marche pas, vous vous dites que pourtant j'ai fait attention, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement. Sauf que le poids pris isolément, ça ne veut rien dire. Il faut bien comprendre que ton poids, il va varier tous les jours en fonction de plein de facteurs. Par exemple, ton cycle menstruel, la rétention d'eau, ta consommation de sel, de glucides, aussi ton niveau de stress, ta qualité de sommeil. Donc tu peux être parfaitement en déficit, mais ces éléments-là peuvent complètement fausser les données. La première chose qui est hyper importante, c'est que il faut arrêter d'évaluer un déficit sur un chiffre isolé. Quand vous prenez votre poids, si vous le faites tous les jours et que vous êtes OK avec ça, c'est très bien. Et vous faites la moyenne et on se détache de ce qu'on voit. Vous prenez surtout tous les jours à la même heure et dans les mêmes conditions. Vous faites la pesée tous les jours dans les mêmes conditions, à la même heure, et ça c'est très important. Mais le prendre une fois de temps en temps, le mardi matin, parce qu'on est un peu plus loin du week-end, et peut-être que j'aurais maigri un peu, et le vendredi matin, parce qu'avant le week-end, non. C'est pas juste, ça reflète pas la réalité. Le déficit, il se crée sur plusieurs jours. Donc il faut être capable de voir les variations, et aussi de comprendre pourquoi il y a certaines variations. Et ça vous permettra aussi de vous détacher de ce que vous voyez sur la balance. Donc, la base, c'est de voir la tendance sur plusieurs semaines, et pas de prendre ça pendant 3-4 jours et d'arrêter d'y penser. Et oui, il va falloir se peser tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine. C'est ça qui est utile et nécessaire pour faire une moyenne, et qui va nous permettre de comparer cette évolution sur plusieurs semaines. Donc, on ne se fie pas à un chiffre qui est pris de temps en temps et qui ne reflète absolument pas la réalité. Encore une fois, c'est un indicateur parmi tant d'autres, c'est pas un juge suprême. Donc, ce qu'on regarde, c'est la tendance sur 2 à 4 semaines, pas sur un seul jour, pas sur 2 jours. Et si globalement, sur plusieurs semaines, ton poids a tendance à descendre lentement, c'est que le déficit calorique est là. Mais on a aussi d'autres signaux qui sont tout aussi importants pour bien comprendre si notre déficit est présent ou pas. Le signal numéro 1, c'est ta faim. Un déficit bien construit, sans compter tes calories, ça donne une faim légère, parfois présente, mais qui est gérable, pas une faim urgente, pas une faim panique, et que tu peux attendre ton repas sans être en souffrance. Donc, si tu es capable de faire autre chose sans penser à manger en boucle, ça, c'est bon signe. À l'inverse, si tu ressens une faim violente,
des pensées obsédantes par rapport à la nourriture, une urgence à manger et des compulsions le soir, ça, c'est pas bon signe. C'est pas un manque de volonté, hein, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc, soit tes repas sont mal structurés, soit ton déficit il est trop agressif, soit tu manques de volume ou de protéines. Et là, le but, encore une fois, c'est d'ajuster et c'est pas de foncer tête baissée dans un système, dans un plan qui ne te correspond pas. Le deuxième signal, c'est ton énergie. Alors, un déficit calorique intelligent, même sans compter, ça te permet de fonctionner totalement normalement, de travailler, de réfléchir, de t'entraîner, de vivre et justement, tu n'es pas épuisé. A l'inverse, si tu es constamment épuisé, si tu es irritable, si tu es incapable de te concentrer, si tu es à fleur de peau, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le prix à payer pour perdre du poids. On en revient au fait que la perte de poids n'est pas une punition. Tu ne dois pas ressentir et être dans cet état. Donc, si ton corps est dans cet état, c'est que tu passes certainement à côté de la bonne manière de faire ton déficit et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le troisième signal qui est aussi très important, c'est tes vêtements et ton corps. Alors, la balance, je l'ai dit, c'est important, mais très souvent, avant même que la balance ne bouge, tu vas voir que tu vas mieux rentrer dans tes pantalons, tu vas avoir le ventre un peu plus plat, un peu plus dégonflé, tu as les cuisses qui vont moins se frotter et tu vas te sentir plus légère. Ça, c'est aussi bon signe, ça veut aussi dire que tu perds du gras. Et même si la balance n'a pas tout de suite affiché ça, ça veut quand même dire que tu es sur la bonne voie. Et c'est très important aussi de comprendre que quand tu te sens bien, quand tu te sens mieux, c'est extrêmement bon signe. Donc se peser, encore une fois, c'est extrêmement pertinent et ça t'apporte aussi des informations. Mais le fait de te regarder et de ressentir, de voir comment tu te sens dans tes vêtements, ça a aussi une très grosse importance. Et j'ajoute aussi que le fait de voir les changements dans le miroir ou de voir que tu te sens mieux dans tes vêtements, ça a aussi un impact psychologique énorme. Donc la balance c'est bien, mais il y a aussi tous ces indicateurs-là que tu peux regarder et qui vont te permettre de voir si ça fonctionne. Donc ce que tu peux faire, c'est que oui, tu vas sentir spontanément si dans tes vêtements tu te sens mieux, mais tu as aussi la possibilité, et moi je le conseille souvent, c'est de faire des photos une fois par semaine pour voir simplement les petits changements. Le signal numéro 4, c'est ta relation à la nourriture. Donc un déficit qui est bien vécu, c'est aussi moins de chaos alimentaire, moins de pensées obsessionnelles, plus de maîtrise. Et si tu te sens plus posé qu'avant, c'est que tu es sur la bonne voie et que tu comprends comment ça marche. Retiens bien ça, c'est qu'un déficit sans compter, ça s'évalue avec plusieurs indicateurs, pas un seul, pas simplement le poids, il y a plusieurs choses à regarder. Et maintenant, on va voir le revers de la médaille. Partie numéro 4, les pièges du déficit sans compter. Parce que oui, faire un déficit sans compter, ça peut très bien fonctionner, mais je vais être honnête avec toi, ce n'est pas magique et c'est pas automatique et ça ne te garantit pas que ça fonctionne. Il y a des pièges dans lesquels énormément de femmes vont tomber. Piège numéro 1, je mange sain, donc je suis en déficit. Ça, c'est probablement le piège le plus courant. Tu vas manger des aliments de qualité, faits maison, équilibrés, et tu te dis que ça peut pas être ça le problème, sauf que on peut très bien manger sain et manger trop de calories. Et ça, je sais que vous avez du mal à le comprendre, mais c'est certainement l'erreur numéro 1 qui fait que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Le corps, il va pas savoir si c'est du quinoa ou des frites que tu manges. Donc là, je t'incite pas à manger des frites plutôt que du quinoa, mais c'est pour te faire comprendre comment ça marche. Ton corps, lui, il voit une quantité d'énergie. Donc si les portions sont trop grosses, s'il y a beaucoup de petits ajouts invisibles, de l'huile, du fromage, des sauces, des grignotages que tu fais en plus, le déficit, il disparaît. Et ça, c'est pas un échec, c'est juste un manque de repères. Piège numéro 2, trop de flexibilité, pas de déficit. Faire sans compter, ça veut pas dire manger différemment tous les jours, improviser en permanence, changer sans cesse de façon de manger. Quand tout est flexible, en fait, il n'y a plus rien qui est cohérent. Donc, un déficit sans compter, ça repose sur des habitudes stables, des repas qui se ressemblent, une base solide et une flexibilité, ça vient autour du cadre et c'est pas à la place du cadre. C'est pas parce que vous êtes flexible que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, sinon effectivement, il faut pas s'étonner de ne pas avoir de résultats. Piège numéro 3, sous-estimer les extras. Oh, c'est juste un petit truc, c'est occasionnel, ça compte pas, j'en mange que de temps en temps. Mais quand le petit truc, ça devient quotidien, quand l'apéro, ça devient 3-4 fois par semaine, quand les calories liquides, donc le sucre, le lait dans le café, les lattés, macchiato, c'est tous les jours, quand tu prends du dessert, mais un dessert plus tous les jours, oui,
l'addition, forcément, elle est salée et en termes de calories, ça s'additionne et ça fait mal. Donc, encore une fois, c'est pas l'extra que tu fais de temps en temps le problème, c'est l'accumulation inconsciente et justement, prends conscience de tout ça et vois un peu tous ces éléments qui s'accumulent et qui font que ça annule ton déficit calorique malgré le fait que tu puisses faire beaucoup d'efforts autour. Piège numéro 4, penser que liberté, ça équivaut à l'absence de règles. Ça, c'est un message très présent sur les réseaux. Mange librement, fais-toi confiance, écoute ton corps. Mais ça, on va pas se mentir, quand on a des années de régime, une relation compliquée à la nourriture et des signaux de faim qui sont complètement déréglés, la liberté sans cadre, ça mène au flou et à l'échec. Et on va se dire un truc, c'est que le flou, ça va pas te permettre de créer un déficit calorique. Donc la liberté, c'est pas l'absence de structure, c'est pas de faire comme on a envie constamment et comme on le ressent, c'est d'avoir une structure suffisamment solide pour ne plus avoir à y penser. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que faire un déficit sans compter, oui, c'est possible, mais pas sans conscience, pas sans cohérence et pas non plus sans cadre. Sinon on tombe dans le « je fais attention mais ça ne marche pas » et forcément oui, ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est pas toi, encore une fois, le problème, c'est la stratégie que tu appliques. Donc le but, c'est d'en prendre conscience et de trouver quelque chose qui te correspond. On arrive à la fin de cet épisode. Donc si je devais résumer cet épisode, ce serait que le déficit calorique, c'est pas un chiffre, c'est une conséquence. La conséquence de repas structurés, de portions cohérentes, de choix répétés, de cadres adaptés à ta vie. Compter, ça peut être un passage, ça peut être utile. Mais par contre, comprendre, c'est indispensable. Moins tu comprends, plus tu dois compter. Plus tu comprends, moins tu en as besoin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre 5 étoiles à ce podcast, ça m'aide énormément. Je te souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao!